Salut les amigos, j'espère que vous allez bien depuis nos deux dernières vidéos de la dernière fois, que vous vous portez bien, que vos amis, votre famille se portent bien. En attendant, je fais cette troisième vidéo pour revenir un petit peu sur cette crise. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder les deux précédentes, vous aurez compris que j'étais pas très très loin de la vérité hein, quand je vous disais de porter qu'il fallait absolument de porter des masques, utilité des masques, etc. Pour le lambda, pour la population. On y arrive hein, tout doucement. Quand je vous avais dit que de toute façon, quand ils allaient recevoir ces masques, quand ils pourraient les mettre sur le marché, ils le feraient et même ils le rendraient obligatoire pour certains lieux. On y arrive. Hein. On voit bien que on nous parle de rendre les masques obligatoires dans les transports en commun. Et je pense que la mesure va être étendue à plusieurs lieux de vie. Aussi, on avait parlé dans la deuxième vidéo de la chloroquine, mais aussi un petit peu de l'après-Covid. Et je voudrais revenir sur cette question de l'après-Covid dans cette troisième vidéo, où je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur la chose. Déjà, j'ai pu voir, il y a eu comment l'affaire Raoult, qui d'ailleurs, je trouve étrangement qu'on n'en entend plus beaucoup parler depuis que notre cher président s'est rendu à l'IHU. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que ça, alors que c'est encore le seul traitement qu'on peut nous proposer avant. Oui, on nous parle de vaccins, mais on nous parle de vaccins dans 1 an et demi, 2 ans, et en plus, alors ça c'est une décision qui appartient à chacun, mais un vaccin qui serait élaboré en si peu de temps, personnellement, je vais pas me lancer dans une confiance aveugle et tendre le bras. Euh, Aussi, je voudrais revenir sur ces polémiques. J'ai vu que le docteur Out a été vraiment attaqué, particulièrement par le docteur Laurent Alexandre, qui d'ailleurs, depuis, attaque aussi avec virulence le professeur Montagnier. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les médias, mais je pense que oui, comme la plupart d'entre nous. Le docteur Montagnier qui vient à rediscuter que le virus serait d'origine humaine, qu'il y a une manipulation génétique humaine. Et d'après ses recherches, hein, je suis pas, je suis pas virologue, j'essaie juste de regarder un petit peu le problème de cette crise dans son ensemble et de me faire mon propre raisonnement. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce professeur, hein, qui n'est pas n'importe qui quand même a cartographié le virus du sida, qui a eu nombre de récompenses, euh, nous dit que dans ce virus, il y aurait des traces du VIH. Bon, forcément, cela ne veut pas dire que demain vous allez contracter le VIH. C'est pas du tout ce qu'il explique. Mais par, par ce fait, ça nous amène à penser qu'il y aura une manipulation de l'homme. Dans sa vision des choses et dans la théorie qu'il avance qui serait la plus probable, il nous dit que peut-être le laboratoire de Wuhan aurait voulu faire un vaccin contre le sida et qu'il y aurait eu des fuites. Et encore une fois, c'est quel personnage, quel docteur que je vois en premier monter au créneau? Notre bon vieux docteur Laurent Alexandre. Moi, je vous invite, tout simplement, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, à aller voir le pédigré de ce monsieur. À aller voir pour qui il roule. Quelles sont ses idées. La politique aussi, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui, quelque part, fait de la politique. Pas quelque part, il fait de la politique. C'est quelqu'un qui est proche, si ce n'est ses idées, sont le transhumanisme, qui est pour cette vision du monde. Donc, forcément,
qu'il ne peut pas être pour ce cette vision, qui est dite, complotiste. De toute façon, aujourd'hui, peu importe si on en arrive à rediscuter, les médias mainstream et les on est tout de suite taxés de complotistes. Alors voilà, moi, ce que je vais commencer par faire, c'est vous faire voir une petite vidéo, parce que ça fait des années que j'essaye de dire aux gens que on va de plus en plus vers une société, qui nous pousse, directement, tout droit, vers la falaise du transhumanisme, où, les hommes, finiront avec une puce RFID dans le bras, hein. Ça fait, je crois que j'avais 20 ans à l'époque, hein. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Que je le chantais déjà sur tous les toits. Bien sûr, à cette époque, j'étais vu pour la plupart d'entre beaucoup de personnes me voyaient, je pense, comme un complotiste, vous savez, avec l'esprit un petit peu dément. Aujourd'hui, les choses se précisent. Donc je vais vous mettre une petite vidéo de Attali la vidéo elle date de 2017, hein, mais il explique, pardon, à un journaliste, un petit peu, ce qu'il pense, de cette puce RFID et comment, il voit la chose. À savoir que c'est pareil, hein, pour ceux, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien le personnage, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller vous renseigner sur monsieur Attali plus profondément, hein. Un proche de tous les présidents, qui est toujours derrière, chaque président, qui donne son avis, et qui décide, à mon avis, de pas mal de choses dans notre pays. Donc voilà, je vous invite à voir la vidéo, on se retrouve tout de suite. Mais alors ça, c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir On a parlé suivre. de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire Des autrement. kidnappings. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les Ou dans une incapacité physique ou mentale. L'activité physique mentale et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à la tendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. Mais si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'une certaine... Donc voilà, vous avez vu un petit peu la vision de ce cher Attali, hein. Comme vous avez pu voir, moi en tout cas, dans ma vision des choses, dans ma philosophie des choses, c'est quelque chose qui fait peur.
Oui, en effet, si on regarde, si on se focalise sur la question sécuritaire de la chose, c'est très intéressant. On pourra avoir, le carnet de santé, intégré directement, les pompiers, sur une intervention, ils pourront directement, avoir toutes ces infos, vos enfants, qui vont à l'école, pourront être géolocalisés s'il y a un souci. Dans cette, dans cet esprit-là, c'est sûr que on peut y voir des bénéfices. Mais si on pousse le raisonnement tout petit peu plus loin, pas besoin d'aller très, très loin, on voit bien où ça nous mène. On n'est plus très loin, du film de science-fiction Matrix. On devient des composants même de ce système, des ressources. Juste bonnes à produire, à accumuler des richesses, à payer une dette qu'on ne remboursera jamais. Cette dette, on la remboursera jamais. Vous pensez que tous les milliards qui ont été injectés, on va effacer? Hop. Non. Il va falloir que vous les payiez, qu'on les paye, que tous les contribuables payent. D'ailleurs, quand certains ont évoqué l'hypothèse d'effacer cette dette-là pour tout de suite, les banques ont réagi. Il est hors de question. La BCE a réagi. Il est hors de question. La Banque mondiale a réagi. Alors ça nous mène à une réflexion qui nous pousse à l'après-Covid. Que va-t-on faire? On va continuer à avaler toutes les couleuvres qu'on nous présente aux 20h tous les jours? Certains diront il faut sortir dans la rue. Mais il n'y aura pas suffisamment de personnes qui sortiront dans la rue pour... Et ça va pas être de sortir une fois, de crier, de hurler. Je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Il faut complètement revoir notre façon de vivre. Depuis tout petit, et même dans les dessins animés, etc., on nous pousse à accumuler. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de posséder, c'est d'avoir une plus grosse voiture que son voisin. C'est d'avoir une plus grande maison que son voisin. Et vous voyez, moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup dans la rénovation. Euh, et j'ai pu rencontrer tout style de personnes, avec des maisons de toutes les tailles. Des grandes maisons. Des gens qui roulaient en Porsche. Réellement. Hein. Moi, j'y ai pas vu que des gens heureux. Pourtant, il n'y a pas de souci au niveau argent. C'était des gens qui possédaient, pour certains, des immeubles, pour d'autres, qui étaient chefs, plus que chefs, hein, d'une grande usine, qui avait des parts de marché dedans. Mais pourtant, le bonheur n'était pas au rendez-vous. Alors voilà, aujourd'hui, je peux juste constater une chose, c'est que on a beau avoir ça, c'est vrai que, alors je nie pas le fait que l'argent peut amener du confort dans la vie. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Je suis pas utopiste au point de croire mais je pense qu'il n'y a pas que ça et que même dans notre système scolaire, il y a un gros problème profond. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour en arriver à la question de l'après. Soit on repense, puisqu'on en est là, hein, on arrive à un carrefour où on sent bien ce qui se passe. Soit on suit le chemin qu'on est en train de nous tracer et on va vers une société ultra sécurisée où la liberté, on se la met hein, directement, on a compris, dans le cul. Ou alors, on voit les choses différemment, pardon, et on essaye de recréer un système différent où le capital bonheur passe au-dessus du capital budget. Parce que en soi, même si beaucoup de choses de notre société, on nous a enseigné que beaucoup de choses étaient binaires, je pense pas que le bonheur est binaire.
Vous allez tous mourir, quoi qu'on vous en dise. Et moi, ce que je vois, quand je vois les gens aller au boulot, pour beaucoup que je connais, sans réfléchir, en passant des heures dans des boulots qu'ils détestent, avec des gens qui détestent, et qui me disent « Mais non, tu te trompes, c'est ça être heureux. Travailler toute la journée dans un boulot qui nous révulse pour payer une maison qu'on ne profite même pas, parce que les seuls moments où l'on est dedans, on est fatigué, ou on s'engueule avec sa femme parce qu'on est trop fatigué. » Réfléchissez à tout ça et repensez à l'essentiel. Je vous le dis, je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution, ou que je vous dis juste l'essentiel. C'est une question qu'on peut tous se poser, qui est assez simple et qui n'est pas utopiste, mais comment il faut, comment je pourrais, la philosophie de cette idée est pas idiote, parce que posséder, oui, vous allez avoir une grosse Mercedes, mais votre voisin, lui, il va avoir, je sais pas, hein, je vais vous dire n'importe quoi, mais une BM plus chère que la vôtre. Alors, cette société qui nous pousse toujours à avoir plus, je vais continuer. Mais en définitif, vous, qu'est-ce que ça vous apporte réellement? Est-ce que vous passez des bons moments avec ceux que vous aimez? Vos proches, vos enfants, votre mère, votre père, vos amis? Vos amis, je vous parle de vos vrais amis, hein, je ne vous parle pas de vos collègues que à la fois vous aimez, mais quelque part vous jalousez, vous détestez, parce qu'on arrive dans une société comme ça, où que les gens, au lieu de voir quelque chose de global et de s'entraider, voient la chose de cette manière. Pour finir, c'était juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon ressenti, hein, c'est de l'ordre du ressenti. Je vais finir avec une petite vidéo, juste pour clôturer la chose comme ça, pour vous voyez un petit peu vers quel monde on court, hein, qui va vous expliquer un petit peu, une petite vidéo, hein, toute simple comme ça, sur des drones de guerre qui vous montrent les armes de ce monde. Hein. Et autre chose, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Un cri dans la nuit, où je mets régulièrement, où j'uploade régulièrement des petits reportages, des petites vidéos, des réflexions. Je vous invite aussi à aller voir un petit peu tout ça, hein, pour étayer un petit peu ma pensée de l'éveil comme moi je le vois. Si vous aimez un petit peu tout ce qui se passe sur cette chaîne, que ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à liker la page et à vous abonner. En attendant, je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas vos masques, les gestes barrières pour protéger votre santé, mais aussi celle de vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Big up la famille. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. Oliver, can you hear me? Listen to me. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the height. It's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing.